Là, les recherches dont tu nous as parlé, c'était entre quelle période en termes d'années? C'était entre 2000. Ah non, n'oublie pas que je suis à la retraite quand C'est même. vrai, c'est vrai. Non, mais là, c'est du tout début l'utilisation des fibres jusqu'à maintenant, mais vous avez 40 ans de recherche. Voilà. Mais par contre, quand on obtient des résultats comme ça, c'est une satisfaction extraordinaire. C'est franchement, on est à un endroit où personne n'est allé, on réalise quelque chose que personne n'a jamais fait, ça apporte une certaine satisfaction. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cet afterwork qui va nous envoyer la tête dans les étoiles. Alors comme dans les avions et dans le train, je vous invite à mettre vos téléphones en vibreur ou en silencieux ou même en mode avion si vous êtes vraiment des foufous. Et je vous souhaite donc tous la bienvenue. Je vais vous présenter nos deux invités. Bien, tout d'abord, François Reynaud, enseignant-chercheur rattaché au labo XLIM à la subdivision photonique, spécialiste de l'imagerie spatiale, mais surtout jeune retraité. Eh oui. Bonsoir François. Bonsoir. On va discuter avec toi d'une recherche, d'une découverte qui a été faite ici au laboratoire XLIM qui se situe à 50 mètres. On est juste à côté. Juste en contrebas quand vous êtes rentré. Oui. Voilà. Et donc, tu nous présenteras ton parcours, comment ça se passe au quotidien de la recherche, et plus précisément sur une invention, une découverte que tu as faite en lien avec l'imagerie spatiale. Je me trompe? C'est ça, tout à fait. Oui. Et donc ensuite, en seconde partie, on sera avec Sylvain Vallat, qui est responsable du Centre spatial universitaire de Limousin, et ainsi que membre dirigeant du réseau des radioamateurs. Et avec toi, on va faire un retour d'expérience. Alors, avant toute chose, on parlera évidemment de Quesaco, les radioamateurs, comment ça marche, quelle est, toi, tes missions ici en local. Et puis, donc, ce fameux retour d'expérience sur le fait d'être entré en contact avec l'ISS, avec les petits de Couzex, mais pas seulement. Tout à fait. Bonsoir à tous. J'ai envie de te demander, François, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire avant les études supérieures? Si tu peux un peu nous raconter qui tout je ça. suis, on essaie de savoir qui on est pendant toute sa vie, donc ça va être compliqué. C'est à la terminale que tu as découvert un petit peu cet univers, parce qu'il faut le rappeler, donc tu l'as dit un peu en filigrane, donc XLIM, c'est un laboratoire rattaché à l'Université de Limoges qui est spécialisé sur l'optique, mais pas que. Alors, en fait, il y a des mathématiciens, des gens qui font de l'électromagnétisme, micro-ondes et puis ondes un petit peu plus longues, et puis une partie optique. Et donc cette partie optique, elle a été fondée il y a bien longtemps par des gens qui ont commencé par travailler sur l'holographie. Et petit à petit, il y a des lasers qui sont rentrés dans le labo. Et puis, on a fait une rencontre. Il y a un certain nombre de personnes qui ont côtoyé l'équipe bien avant moi. Et notamment une personne qui s'appelle Pierre Cohn et qui a eu l'idée avec l'ancien responsable du labo d'utiliser les fibres optiques en astronomie. On fait de l'imagerie, on va regarder des objets qui sont très petits. Et donc, ça va nécessiter d'obtenir ces résultats avec des instruments qui sont géants. Donc, sur la gauche, vous voyez une lunette astronomique. C'était déjà une révolution au XVIe siècle. Au XXe siècle, on est arrivé au télescope franco-canadien qui est à gauche. Les petits points noirs que j'espère vous voyez, c'est des voitures américaines. Donc, vous voyez, c'est pas une mini, hein. C'est des engins qui sont assez gros. Donc, ça, c'est déjà des télescopes qui sont assez grands, diamètre 3,60 m. Mais c'était absolument pas suffisant pour arriver à obtenir ce que veulent les astrophysiciens actuellement. Donc on est passé de la partie gauche où vous voyez que vous avez un seul télescope, on dit un télescope monolithique, à la partie droite où on fait travailler, comme une équipe de rugby, une mêlée de rugby, on va faire travailler différents télescopes les uns avec les autres. Et vous avez un exemple du réseau du VLTI qui vous se trouve sur la droite. Alors, on va vouloir faire des instruments géants. Et quand vous regardez dans la pièce, tous les dispositifs qui sont utilisés sont reliés par des fils. Ce sont des fils électriques. Et comme on va faire de l'optique, il va falloir trouver l'équivalent pour pouvoir relier les télescopes de façon à les faire travailler ensemble comme une mêlée de rugby, si vous voulez. Et donc ces fils optiques, on ne les appelle pas fils optiques, on les appelle des fibres optiques. Et notre savoir-faire, qui est reconnu internationalement maintenant, c'est d'être capable de prendre, vous voyez, les trois petits télescopes sur la gauche, on va les réunir pour arriver à mélanger la lumière grâce aux traits rouges qui représentent des fibres optiques. Alors comment ça se passe? Là maintenant, on est revenu de l'autre côté du Pacifique, on est en Californie, à l'endroit où on a fait avec les gens de Georgia State University le réseau de télescopes, c'est le logo qui est à gauche qui s'appelle Chara. Et vous avez des petits champignons là, qui sont les 6 télescopes qui vont vers un espèce de L, et ce L, c'est l'endroit où se trouvent tous les appareillages que vous voyez sur les photos de droite. Alors là, on va stabiliser au nanomètre près, c'est-à-dire 1 millième, 2 millièmes, 2 millimètres.
Et c'est tellement précis que c'est dans une forêt, quand il y a des glands qui tombent par terre, on est capable de le détecter. Donc ça vous montre la sensibilité. Alors ça, on l'a développé, je ne vais pas aller à fond, mais on a réussi à obtenir en mars dernier des premières franges sur le ciel. Et là, j'étais en visioconf avec les collègues de Jean Jassette University, là, juste avant la conférence. Et là, on va fabriquer avec eux un réseau kilométrique grâce à notre savoir-faire sur les fibres optiques. Alors ça, c'est beau, mais les fibres optiques, elles ont une particularité, c'est qu'elles ne transmettent pas pour toutes les lumières. Donc l'astuce, vous voyez les télescopes, on a rajouté un petit ensemble qui est un système pour changer la couleur de la lumière. Et ça, c'est complètement magique de se dire qu'il y a de la lumière qui est partie il y a des centaines d'années, qu'on va la faire rentrer dans un télescope d'1 mètre, ensuite dans une pauvre petite fibre optique qui fait 10 microns, c'est-à-dire 1/10 de cheveux, et qu'en plus, on va lui infliger la compagnie d'un laser dans un cristal pour lui changer sa couleur. Et à la fin, on a une couleur qui est beaucoup plus facile à utiliser. Donc ça, c'est quelque chose de complètement unique parce qu'on a cumulé deux savoir-faire, l'optique non linéaire et notre savoir-faire sur les fibres optiques, qu'on est les seuls à... Donc on a fait vraiment du gros bonus. Donc c'est ce qui se passe donc, dans ce petit cristal, vous voyez le parallélépipède, vous amenez de la lumière. Alors, l'animation qui est à gauche, là, on a l'impression qu'il y a des billes, que c'est des photons qui sont en train de venir se retrouver. C'est une image qui est un petit peu fausse, mais je vais la garder pour vous donner un petit peu les ordres de grandeur. Et donc de la lumière non visible et mélangée à de la lumière non visible pour faire 633 nanomètres, c'est du rouge. Et on a la lumière rouge qui apparaît. Et cette lumière rouge, elle contient l'information correspondant à l'étoile. Il faut vous rendre compte de la difficulté qu'il y a à faire ce travail-là. Vous allez avoir le flux de l'étoile et le flux du laser qui sont différents par un facteur 10 puissance 12 à 10 puissance 13. Si vous êtes normalement constitué, ça vous dit rien, ces chiffres-là. Donc pour arriver à comprendre, le rapport, c'est l'équivalent au nombre de places qu'il y aurait dans 100 000 stades de France. Ça, c'est autre chose qu'on avait fait. Alors, c'était dans le sud de la France. Comment nos résultats se manifestent? Eh bien, au milieu de tout le bruit qu'on peut avoir, vous voyez les pics qui sont à droite. Ça aussi, c'est le genre de schéma qui me permet de justifier auprès de ma famille que je suis parti pendant 3 semaines. Vous voyez que c'est un petit peu difficile comme argument, c'est un peu léger, hein. Et donc ensuite, on est allé à Chara pour faire la même chose avec 2 télescopes. Et là, vous retrouvez les fibres optiques qui sont dessinées très courtes, les changements de couleur et puis le mélange. Et donc le magnifique résultat, vous voyez le petit pic là dans la vignette, ben c'est ça. Et alors ce que vous voyez à gauche, c'est le fait que tout ce travail, il faut être très très méthodique. Un peu comme quand on fait de la randonnée, si on commence à faire des pas de géant, eh ben on est épuisé au bout de 100 mètres. Là, il faut faire des petits pas, validés, sécurisés, petit à petit, on arrive à construire notre projet. Moi, j'avais parlé au début de découverte, donc on l'a compris à travers les différents schémas que tu nous as montrés, mais en quelques mots, quel est le côté révolutionnaire finalement de cette recherche? Tu as parlé de l'infrarouge, tu as parlé du fait que potentiellement ça permettait de voir des astres que l'on ne pouvait pas voir avec d'autres télescopes à l'époque. C'est ça vraiment la découverte majeure finalement de tous ces travaux? Donc, ce qu'on a apporté nous, c'est l'utilisation des fibres dans ce domaine-là. Donc ça, c'est, je dirais, pour de la science un peu donc fondamentale, on va dire. Et le fait de traiter de la lumière à des si faibles niveaux avec l'optique non linéaire, ça, personne ne l'avait fait. Et ça aura des applications qui peuvent être en crypto, par exemple, pour transmettre des données sécurisées en ne mettant l'information que sur un photon et en le détectant de façon efficace. Ça peut s'appliquer dans le domaine médical, etc. Et quelle est la grandeur du télescope géant que plusieurs télescopes arrivent à faire? On est à l'ordre de grandeur, c'est 600 mètres. Et nous, on veut passer avec les collègues américains, grâce à la technique qu'on a développée pour les fibres optiques, on veut passer à l'ordre du kilomètre. Et là, pour propager la lumière, il n'y a que les fibres optiques. C'est-à-dire que les systèmes, avant, ils utilisaient des systèmes de miroirs pour faire ricocher la lumière et l'amener où il fallait. Mais ça devient impossible. Donc là, l'équipe américaine qui veut développer ça, ils ont absolument besoin de nous. Là, les recherches dont tu nous as parlé, c'était entre quelle période en termes d'années? C'était entre 2000...
Ah non. Non, même avant. Ah oui, Bah oui. ça a commencé au siècle précédent. Mais bien entendu. N'oublie pas que je suis à la retraite quand même. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, c'est du tout début, l'utilisation des fibres jusqu'à maintenant, mais vous avez 40 ans de recherche. Voilà. Et ça, c'est chaque étape, elle prend au minimum 2-3 ans. Donc, il ne faut pas s'attendre à un résultat. J'appuie sur le bouton, paf, je vais obtenir ce que je veux. Il faut être très persévérant, mais par contre, quand on obtient des résultats comme ça, c'est une satisfaction extraordinaire. C'est franchement, on est à un endroit où personne n'est allé, on réalise quelque chose que personne n'a jamais fait, ça apporte une certaine satisfaction. Et en plus, on l'a fait en équipe, et ça, c'est génial. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu ? Alors pour l'instant, nous, on est des faiseurs d'instruments, on n'est pas des observateurs. D'accord. Merci beaucoup. On enchaîne avec plaisir. toi, Sylvain. Pareil, une question triptyque, évidemment. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Oui, c'est bien. Je ne sais pas si ça porte vraiment au débat, mais gros bonsoir à tous. J'ai eu une grosse passion pour l'informatique très jeune. Donc ça m'a conduit à toucher un peu les ordinateurs. Et pour ceux qui ont connu cette génération, les vieux Thomson qui étaient dans les écoles et tout, j'ai démarré avec ça. Et pour une raison qu'on ne va pas expliquer, j'ai eu des talkie-walkie à l'époque qui m'ont été offerts à Noël par la famille. Hein, ouais. Non, mais ça marchait bien pour les cadeaux quand même. Et curieusement, avec ces engins, il y avait des jours où, quand on était dehors, on entendait autre chose que le copain qui était à l'autre bout du jardin. Et petit à petit, on a découvert, en discutant avec des personnes qui connaissaient un petit peu plus le sujet, qu'il y avait des ondes radio, que les ondes radio, selon les fréquences qui étaient utilisées, on pouvait entendre des gens qui parlaient, on pouvait entendre des services plus officiels, etc. etc. Et petit à petit, ça a été une découverte de tout ça. Tu as pu discuter avec les gendarmes, du coup, à travers les fréquences radio ? Non. Ou t'as pas osé ? On va dire qu'on n'a pas osé. Très bien. Donc, par la suite, tu as fondé, tu as eu plusieurs engagements et tu as encore aujourd'hui plusieurs engagements associatifs. Et on va s'intéresser à un précisément, voire deux aussi, parce qu'il y a une entité nationale qui a permis justement cette opération de prise de contact avec l'ISS en juin 2021. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu de contexte sur l'histoire de la radio amateur, parce que c'est vraiment, un monde à part et qu'on a envie d'en savoir plus. Il a été découvert qu'on pouvait provoquer des réactions mécaniques par un phénomène électrique à distance, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un fil branché d'un point A à un point B, ça pouvait bouger, ça pouvait faire du bruit, ça pouvait faire des choses. Et ça a été la découverte des ondes électromagnétiques. Ondes électromagnétiques qui, quand on commence à les apprivoiser, on arrive à mieux savoir les guider, les transformer, et commencer à donner une signification à ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un petit cliquetis, on peut transmettre des bips. Si on transmet des bips et qui sont bien ordonnés, on vient d'inventer le code Morse. Alors, si on considère qu'au siècle dernier, c'était très archaïque, très ancien, des composants électroniques qui prenaient la taille d'un buffet de salon ou autre, aujourd'hui, être radioamateur, c'est pas aussi expérimental au sens qu'on ne va pas redécouvrir ou réinventer l'eau tiède, mais c'est beaucoup plus de l'auto-instruction individuelle. C'est-à-dire que si on devient radioamateur, c'est quand quelque part on a quelque chose qui nous intéresse au fond de nous, de comprendre comment certaines choses fonctionnent, en l'occurrence les ondes radio, et de pouvoir s'amuser avec. Et s'amuser avec, c'est aussi bien pouvoir parler avec un correspondant à l'autre bout du monde, communiquer avec un satellite, écouter un astronaute, parler dans sa voiture avec d'autres amis radioamateurs. Alors, pour être très synthétique, caricatural et puis détendre un petit peu, pour vous présenter un petit peu plus en avant les radioamateurs, je les classe en deux catégories. Et je précise bien que c'est une caricature parce qu'il pourrait y en avoir qui le prendraient mal. Il y a les causeurs et les bidouilleurs. Les causeurs, comme son nom l'indique, c'est des gens qui vont passer leur temps à communiquer, à parler de tout, parler de la météo, parler de la dernière liaison qu'ils ont faite, etc. Mais pour pouvoir parler, il faut qu'ils aient un certain savoir-faire, qu'ils maîtrisent leur appareil, leur matériel, qu'ils ont soit eux-mêmes construits, soit achetés. Et il y en a, ils vont planter des antennes comme ça dans les îles, des îles où il n'y a pas forcément beaucoup de radioamateurs. Et le but du jeu, c'est de passer un bon moment entre copains, d'aligner un maximum de liaisons possibles depuis cet endroit-là et de valoriser leur activité par rapport aux autres radioamateurs du reste du monde qui se disent « Ah ben tiens, cette île-là, cette contrée, on n'a pas l'habitude d'entendre des gens qui viennent de là-bas. Donc du coup, on va en profiter, on va les contacter, etc. » Ça peut donner lieu à des diplômes, ça peut donner lieu à des récompenses, des articles de presse, etc.
C'est les bidouilleurs, c'est tout l'aspect un petit peu auto-instruction, mais plus technique, de mettre les mains dans le cambouis, de tenir un fer à souder, de réfléchir. Je voudrais faire ça. Est-ce que je peux le faire? Oui, non. Si oui, je peux le faire. Est-ce qu'il existe quelque chose qui le fait déjà? Oui, mais ça coûte trop cher. Alors, je vais chercher un composant. Je vais chercher comment faire un circuit électronique, etc. Alors, le programme international ARIS, c'est déjà un petit peu plus le cœur du truc. C'est Amateur Radio on the International Space Station. Mot à mot, les radios amateurs à bord de la Station spatiale internationale. Pourquoi on est arrivé à ça? Parce qu'il y a eu un astronaute en 1983, Owen Garriott, qui était lui aussi radioamateur et qui a eu l'idée de prendre un de ces petits talkie-walkie, qui était beaucoup plus gros à l'époque, à bord de la navette spatiale. Et au fur et à mesure de ses orbites, quand il n'était pas en activité pour des expériences ou pour les activités de la NASA, il communiquait avec des radioamateurs sur Terre. Et ça a été très bien, parce que la NASA s'est rendu compte qu'en cas de panne ou autre, avec un petit talkie-walkie, il pouvait avoir des communications de secours. Comment ça marche? C'est pas très compliqué. Il faut des antennes, un émetteur, un récepteur. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait un système de communication qui permette d'avoir cette liaison continue d'un bout à l'autre en suivant la station spatiale dans le ciel et qui s'ajuste au fur et à mesure où elle avance. Et là, on arrive sur le cœur du métier, le projet ARIS de COUSEX. Donc un projet ARIS, c'est quoi? C'est un projet pédagogique qui est monté dans un établissement scolaire, qui est monté de concert entre une équipe pédagogique, principalement un groupe de professeurs, d'enseignants, de maîtres d'école ou autres, qui ont le projet d'apporter des sujets autour du spatial, autour du spatial au sens large, c'est-à-dire autant le spatial pur que toutes les matières qui gravitent autour, que ce soit de la géographie, que ce soit de la science naturelle, de la physique, etc. Chacun va développer ce travail dans chaque école. Un projet ARIS d'une école ne sera pas identique à celui d'une autre école parce que ça reste comme ça. Et le travail des radioamateurs va consister à accompagner cette équipe pédagogique tout au long de cette préparation, d'apporter quelques connaissances de base sur les communications radio et tout, et de préparer le jour J, parce que le jour J, qu'est-ce qui se passe? On a 10 minutes pour parler à un astronaute. C'est-à-dire 10 minutes, le temps que la station spatiale passe d'un point A à un point B au-dessus de nous. Et il faut absolument que tout soit millimétré, parce que s'il y a un enfant qui se prend les pieds dans le fil, au temps de le ramasser, les trucs et tout, la station spatiale elle continue de passer. C'est rigolo, mais c'est tout à fait ça. Un incident technique, et hop, il y a 30 secondes de blanc. Je crois que Déborah s'en souvient très bien. Et plein de petites choses comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit millimétré et tout. Donc ça, c'est un peu le travail d'ordinateur. Et après, c'est tout le travail de fond, entre 6 mois et 2 ans, selon la taille du projet, selon l'engagement, selon les dates de passage et tout. C'est des clubs scientifiques qui sont créés avec des ateliers. Pour ce qui est de COUSEX, c'était par exemple un club scientifique donc sur l'année qui était plus en lien sur l'espace par rapport à ce projet-là, mais qui touchait à différentes matières. On a travaillé sur un ballon stratosphérique, on a travaillé donc les communications radio. Il y a eu une semaine de l'espace qui a été organisée où on a fait venir le spatiobus du CNES à COUSEX, où tous les élèves de 5e ont pu bénéficier d'ateliers spécifiques, de découvertes, etc. Ils ont fait un système solaire à taille... à l'échelle, mais dans la cour, avec une échelle proportionnelle à la réalité, avec un très gros soleil juste devant le bureau du principal, et Pluton qui est tout à l'autre bout dans le grillage, au milieu des ronces. Donc voilà. Et pour conclure, donc, le jour J, que de stress. Tout est millimétré. Un planning H-2 heures jusqu'à H plus 5 minutes. Après 5 minutes, on ne tient plus les enfants, donc ce n'est pas à peine de vouloir faire quelque chose avec eux. Ça court partout et tout le monde relâche. Mais une répétition 1h30 avant le contact. Pourquoi? Parce que l'orbite de l'ISS fait qu'elle passe à peu près toutes les heures et demie au-dessus de nous. Donc au passage précédent, on valide que tout fonctionne. On fait les essais de sono, etc. Usuellement, un peu comme tous les projets pédagogiques, on essaye de valoriser le travail des enfants, le travail des enseignants. Donc, quand il n'y a pas le Covid, c'est un petit spectacle, un petit truc et tout. Bon, là, ce n'est pas un spectacle. Ça a été une vidéo qui a été montée avec les enseignants, qui a résumé tout ce qu'on a fait pendant 2 ans, les différents ateliers, les différents travaux dans les matières, ce que chaque professeur a fait, etc., etc. Ça occupe à peu près 40-45 minutes. Après, il y a quelques discours officiels. Bon, ça, ça fait partie du jeu. Voilà. Et puis on arrive plus ou moins à moins de 10 minutes. Là, on commence à dire à tout le monde, vous coupez les téléphones,
on se calme, on met les jeunes en place. Comme il faut que ça soit très régulé, si vous voyez la photo en bas à gauche, il y avait tout un petit parcours en cheminement entre le Covid et le reste qui faisait qu'il fallait que les enfants puissent défiler très rapidement pour poser chacune question. Et la mécanique était la suivante. On établit la communication. Dès que la communication est établie, on pose la première question. L'enfant qui a posé la première question n'attend pas la réponse de l'astronaute. Hop, il laisse tout de suite la place au suivant pour que dès que l'astronaute a fini de parler, on enchaîne sur la deuxième, la troisième, etc. Quand tout va bien, on arrive à passer 20 questions. Je crois qu'on en avait passé 16 ou 17 à Couzex. Merci beaucoup Sylvain Vallat, qu'on peut applaudir aussi. Merci. Est-ce que tu penses que vos travaux actuels pourraient infirmer ou confirmer le modèle du Big Bang ? Ce qu'on raconte aujourd'hui scientifiquement avec la plus grande sincérité, c'est fait pour être infirmé d'ici quelques temps par les générations futures. En combien de temps on devient radioamateur ? C'est totalement personnel. Pour être radioamateur, il faut être reconnu par l'État. Pour être reconnu par l'État, il faut passer 2 épreuves. C'est comme le code de la route. Il y a une épreuve de réglementation pour connaître ce que l'on a le droit de faire, pas le droit de faire, et une épreuve sur l'électronique de base pour être sûr qu'une fois qu'on aura l'autorisation, on ne fera pas n'importe quoi et on n'aurait pas embêté les gendarmes, par exemple. Dans le projet Aloha, on peut voir à peu près jusqu'à où on parle en années-lumière. L'ordre de grandeur, c'est voir, pour une planète hors de notre système solaire, ce qu'on appelle une exoplanète, il faudrait être capable de voir à 1000 km un ver luisant à 3 mm d'un phare de voiture. Et ça donne le rapport à peu près d'1 million en termes de luminosité. Et la résolution angulaire, c'est les 3 mm vus à 1000 km. Vos télescopes peuvent aider les radioamateurs. Enfin, ce qui se dessine un peu dans ta question, c'est que les techniques qu'on applique, nous, en astronomie, à vouloir faire travailler des télescopes les uns avec les autres, ça se fait aussi en radio, pour les radiotélescopes. Et en France, on a un réseau sur le plateau de Bure, avec des images que vous voyez souvent à la télé, où vous voyez ces espèces de gros télescopes qui se promènent comme des petits robots et qui permettent de détecter des choses très fines. Combien de fois dans une journée terrestre, l'ISS tourne autour de la Terre ? 10 fois, 15 fois, 20 fois ou Yuri Gagarin ? Allez, la réponse, c'est parti. Alors, dans mon oreillette qui est juste à côté, c'est-à-dire François et Sylvain, on m'a dit que j'ai fait une bêtise dès la première question. Ce n'est pas 15 fois, mais 16 fois. 16 fois, oui. À quelle date fut lancé le télescope James Webb, le dernier télescope, alors qui est lui dans l'espace directement ? Est-ce qu'il a été lancé le 25 décembre 2019, le 25 décembre 2020, le 25 décembre 2021 ou James Webb au carré, parce que c'est sympa. Donc en effet, 25 décembre 2021, donc ça fait pas très longtemps, presque un an finalement. Combien de débris, précision importante, mesurant plus de 10 cm environ, flottent en apesanteur autour de la Terre ? Est-ce qu'il s'agit à peu près de 15 000 débris, 25 000 débris, 35 000 débris ou Wally, un débris un peu gros mais qui est gentil ? Eh bien allez, la réponse, c'est parti. Eh bien c'est 35 000 en effet. Et pour être plus précis, on peut estimer au total à près de 330 millions le nombre d'objets de plus de 1 mm qui flottent autour de l'orbite terrestre. Et à plus d'1 million pour ceux qui sont supérieurs à 1 cm et donc environ 30 000 pour les débris de 10 cm et plus. Vrai ou faux ? Est-ce que Pluton est une planète ? Elle est la réponse. Alors c'est vrai et faux. En août 2006, en fait, Pluton a perdu son statut de 9e planète du système solaire à la suite d'un vote donc, d'une structure qui s'appelle l'Union astronomique internationale. Elle s'est vue donc rétrogradée en planète naine. Donc bon, c'est quand même encore une planète, mais elle est un peu petite. La raison principale de ce changement d'appellation provient a priori d'une redéfinition de ce qu'est une planète. Que permet le traité extra-atmosphérique adopté par l'ONU en 1967 ? Petit A, la libre exploration de l'espace pour tous les États de la Terre. Petit B, la libre revendication de territoires extraterrestres. Petit C, la libre concurrence pour l'exploitation de minerais spatiaux. Ou petit D, la fameuse main invisible d'Adam Space. Allez, la réponse tout de suite. En effet, la libre exploration de l'espace pour tous les États de la Terre. Alors bien évidemment, il n'y a pas encore d'histoire de... Ouais, j'ai écrit revendication, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. De revendication ou de libre concurrence. Je ne suis pas sûr que ce soit encore acté par des traités ou des choses comme ça. Est-ce que vous en avez connaissance de cela ? La seule chose dont je me souviens, c'est que un des rares traités internationaux qui n'a jamais été pris à défaut, c'est le fait qu'on ne canarde pas les satellites des voisins. Donc voilà. En tout cas, merci à vous et on se dit à la prochaine et surtout, restez curieux. Salut, ciao, ciao.